Merci et bravo déjà à tous les trois. Et puis de nous offrir, ces films ici à Trébeurdin. Donc c'est vraiment très, très sympa de venir présenter vos films. On va commencer avec Madeleine. Madeleine, tu es assistante réalisatrice. Tu fais du casting. Ouais, tu peux prendre le micro, bien sûr. Tu me dis si je me trompe d'ailleurs. Du casting, tu es chargée de casting, tu t'occupes de... Alors je travaille plus en tant qu'assistante de réalisation, mais j'ai fait un peu de casting sur des petits rôles en région et de la figure. D'accord, donc plutôt de l'assistanat, deuxième, première ? Je suis seconde ou première sur des courts-métrages et troisième sur des longs. Bien, donc ça fait son chemin. Justement, donc on est avec ces jeunes réalisateurs aussi pour parler un peu de leur parcours et comment ils en sont arrivés à nous présenter ces films ce soir. Comment c'est né l'envie de cinéma chez toi ? Oui. Non, mais oui, c'est une question. En fait, l'envie de cinéma, au tout départ, moi, je voulais être comédienne, en fait, quand j'étais au lycée. Je faisais du théâtre et du coup, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec des copains où je jouais. Et en fait, c'est au fil des expériences que je me suis rendu compte que j'aimais plus diriger que jouer moi-même. Voilà. D'accord, donc c'est né au lycée avec des amis, avec oui, c'est ça. L'envie de raconter des histoires à travers la comédie. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, tu as fait un parcours comme ça d'écriture, parce que tu as fait plusieurs films autoproduits. Oui, alors en fait, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait une prépa littéraire et ensuite du management culturel parce que je me destinais plutôt à la production. Et en fait, en parallèle, je faisais des petits courts-métrages avec mes copains. Et en fait, j'ai bossé pendant 1 an et demi, du coup, plutôt... c'était pas de la prod, mais c'était de l'achat de films, en gros, c'était dans l'administratif. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans l'industrie. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à faire des tournages en tant qu'assistante, avec pour objectif en fait d'avoir mon statut d'intermittent, de pouvoir faire de l'assistanat et en même temps de pouvoir écrire à côté, parce que c'est un peu je trouve, enfin je sais pas ce qu'en pensent les gars, mais je trouve que c'est un peu toujours le problème qu'on rencontre en fait, d'avoir suffisamment de temps pour écrire et gagner sa vie en même temps. Et du coup c'est un compromis que je trouve, qui pour l'instant me convient. Et du coup, ce court-métrage-là, j'ai pu le faire parce que c'est une rencontre surtout avec mon producteur à Bordage Film, du coup Thierry Bourcy, qui avait déjà produit des films en breton et qui a été sensible à la thématique. Et voilà. Et du coup, on est partis ensemble, quoi. Et donc, du coup, les films que tu as fait avant, disons, Jal, sont des films comment tu t'es organisé pour faire ces films précédents que je n'ai pas vus, mais que je regarderai peut-être ultérieurement. Et alors en fait, il y en a 2 que j'ai fait autoproduction, où on a fait en fait du crowdfunding pour avoir un peu de thunes avec nos potes et notre famille. Et du coup, voilà, c'est des films que je suis vraiment contente d'avoir fait parce que je trouve que dans la débrouille et tout, comme ça, on apprend vachement de choses. Surtout que moi, j'avais pas eu l'opportunité de faire des courts-métrages en école parce que j'avais pas fait d'école de cinéma. Et ensuite, il y en a un que j'ai fait en partenariat avec une école de cinéma, suite à une formation d'écriture que j'ai fait et qui nous permettait de faire un court-métrage en partenariat en fait avec une école. Voilà. Du documentaire, de la fiction, que de la fiction. Que de la fiction. Ouais. D'accord. Donc toi, tout de suite par la comédie, tu as fait, tu es rentré dans la fiction parce que la comédie, puis après des films en autoprod, et puis une rencontre avec un producteur. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Et du coup, alors ce film avec Thierry, donc Abordage Production, comment vous l'avez abordé ? Je n'allais pas le faire, celui-là, mais bon. Comment vous l'avez travaillé, préparé, ce tournage ou cette écriture de film, sachant en plus que c'était en breton et une partie en français, enfin, plus en breton. Déjà, l'écriture, j'avais écrit une première version que j'ai présentée à Thierry, qui a beaucoup évolué depuis. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a présenté à la région Bretagne et qu'on a été ajourné, ce qui veut dire qu'on pouvait représenter, mais avec de la réécriture. Et en fait, j'ai eu des remarques hyper pertinentes du comité de lecture. Et en fait, j'ai réécrit à partir de ça.
Et donc ensuite, on a représenté. Et à ce moment-là, on a eu les financements parce qu'ils jugeaient que le scénario était assez solide pour partir en financement. Et ça a pris combien de temps, cette recherche de financement, et jusqu'au tournage? Une année environ. Voilà. Ouais. Une année. Donc c'est un schéma classique un peu de financement. On a un producteur dans la salle qui pourrait nous le confirmer. 1 an, 2 ans. Voilà, si on a de la chance d'avoir... D'ailleurs, ce soir, si je ne me trompe pas, donc on a 3 films qui sont aidés par la région Bretagne. Non? Indirectement peut-être? Non. Bon, en tout cas, c'est important aussi d'avoir ces soutiens au niveau local, au niveau régional et au niveau départemental, parce que ça aide justement les jeunes auteurs de courts-métrages à être dans une démarche de professionnalisation. Moi, je voulais aussi savoir, c'est peut-être un peu personnel et on le ressent aussi peut-être dans le film. Alors, je vous propose qu'on parle avec les réalisateurs après que je vous ai présenté un peu les parcours de ces 3 réalisateurs, réalisatrices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans ce moment-là à leur poser des questions. Et moi, je voulais revenir sur l'ancrage par rapport à la Bretagne. Est-ce que c'est un leitmotiv dans tes écritures, ou est-ce que c'est pour ce film-là que tu avais envie d'aborder ce sujet? Tu veux dire la thématique du breton, ou alors le fait que ce soit tourné en Bretagne? Non, la thématique du breton, et puis même par rapport à toi, quoi. Ouais. Est-ce que c'était un désir de tourner essentiellement en Bretagne et en breton? Oui, en fait, c'est une thématique très personnelle parce que moi, j'ai été élevée en breton. Je suis allée à Diwan, du coup, l'école en breton. Et en fait, l'histoire, elle est directement inspirée de mon histoire familiale parce que ma grand-mère avait un rapport un rapport très traumatique au breton. Elle le dirait pas comme ça, mais c'est mon analyse. C'est-à-dire que c'est pas une langue qu'elle a transmise parce que elle a grandi avec l'idée que c'était une langue honteuse. Et du coup, c'est vrai que c'est une thématique que j'ai voulu aborder parce que ça m'était très intime et personnel. Et du coup, je pense quand on fait un film, on met toujours quelque chose de soi et après on essaie de s'en écarter un peu. Mais c'était ce qui me parlait vraiment intimement. Ça a pris du temps. Alors, on a la chance d'avoir la comédienne principale ce soir avec nous. On peut l'applaudir. Bravo. Et justement, comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est une suite aussi logique de ton parcours en tant que comédienne, réalisatrice et scénariste, et le travail que tu as pu faire, la boucle est bouclée, la comédienne qui met en scène et pas une comédienne professionnelle, je crois? Non. Alors, moi, il faut savoir que j'ai jamais été comédienne professionnelle. Hein, c'était une idée à la base, mais non. En fait, le casting pour ce film, il a été compliqué et compliqué. J'ai mis du temps à trouver mon personnage principal parce qu'en fait, je voulais absolument que les 2 personnages principaux parlent breton, que ce soit pas phonétique. Je trouvais que ça aurait été un peu trahir en fait ma pensée. Et en fait, je savais que je pouvais pas m'appuyer sur le casting traditionnel parce que les directrices de casting que je connais en Bretagne, ils ont pas beaucoup de contact avec des Bretonnants en fait. Et puis pour trouver Yannick, je savais aussi que j'allais pas pouvoir passer par les réseaux sociaux ou voilà. Du coup, ça a mis beaucoup de temps le casting et en fait, j'ai appelé tout le réseau bretonnant, tous les gens que je connaissais, mes profs, des amis de mes parents, etc. Des gens qui font des festivals, vraiment plein de gens. Et du coup, je suis allée voir plein de dames chez elles, donc j'ai un petit peu sillonné la Bretagne, voilà. Et en fait, Yannick, quand je suis arrivée chez elle, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est marrant parce que ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que parfois, on trouve notre personnage et là, il y a un truc qui se passe. Et moi, quand je l'ai vu et après qu'on a répété la scène, je me suis dit « Ah, génial, c'est bon, j'ai trouvé mon personnage. » Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, on a fait une lecture ensemble. On n'a pas trop eu le temps de répéter, au final. Et puis, on a fait une après-midi en fait de répète avec les 2 personnages principaux. Et voilà, et on a pas mal parlé quand même des personnages ensemble en amont. Alors après, il y a le côté technique. C'est un film tourné en 4 tiers. D'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé ce choix aussi? Parce qu'on peut parler un petit peu d'une logique un peu, l'écriture de l'histoire, mais aussi l'écriture du film en termes d'esthétique. Qu'est-ce qui a motivé chez toi ce choix?
Le choix du 4/3, c'était parce que c'est un huis clos, que ça se passe pratiquement dans une seule pièce. Je voulais déjà créer une atmosphère un petit peu étouffante, à l'image en fait du non-dit et du tabou et de ce qui se passe entre les deux personnages. Et comme c'est un film, donc un huis clos très centré sur les émotions et les personnages, je voulais beaucoup travailler le gros plan en fait, et je trouvais que le 4/3 était vraiment bien adapté à ça. Il y a un très joli travail aussi sur le son. D'ailleurs, je salue Pierre-Albert Vivet, qui est qui est le collaborateur. On t'aime, Pierre-Albert. Ça n'a pas été un choix, mais il s'avère que l'ingénieur du son, qui a aussi, je crois, fait le mixage de certains des films et le montage son, est l'ingénieur du son des 3 films. Donc, il y a une espèce de continuité entre les 3 films à travers le travail du son, qui était vraiment très ténu, qu'on peut retrouver d'ailleurs à différents endroits dans vos films. Donc on le salue bien. Et ça, c'est pareil, c'était une écriture, une volonté d'être comme ça très proche de... Alors, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des petits problèmes de son là dans le... Mais bon. On s'en excuse. Non, je dis pas, c'est peut-être le fichier. Bon. Mais en fait, moi, juste par rapport au son... au départ, il y avait certaines scènes où j'avais des idées très précises pour le son. Par exemple, celle où elle se réveille, où je voulais vraiment qu'on soit dans sa tête. Et j'avais aussi l'idée qu'il n'y ait pas de musique en fait dans le film, et que la musique de fin ce soit donc une reprise de la chanson chantée par Yann Fanch-Kemener, qui est un chanteur breton que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il a une très très belle voix. Et après, en fait, avec Pierre-Albert, on a discuté un petit peu de comment est-ce qu'on pouvait créer une atmosphère d'hôpital, sachant que moi, je voulais pas que ce soit une atmosphère d'hôpital très chargée. Je voulais que on se rende presque pas compte qu'on soit dans un hôpital, en fait, pour se concentrer vraiment sur ce qui se passait dans la chambre. Et voilà. Et ensuite, il y a la télévision où ça a été un gros challenge. Je me rendais pas du tout compte à l'écriture, mais en fait, ça a été hyper compliqué de mixer ce son de la télévision pour qu'on entende en même temps les dialogues et que ce soit harmonieux. Donc voilà, ça a été un petit challenge au son, cette partie-là. Vous avez tourné combien de jours ? On a tourné 4 jours. Ouais. 4 jours pleins dans un hôpital, un vrai hôpital, où vous avez reconstruit On a tourné à l'hôpital de Vannes. Ils ont un bâtiment désaffecté, qui ne sert plus, mais qu'ils louent pour les tournages. Donc on avait plein de matériel à disposition. C'est bon à savoir. Ouais. Si vous voulez, vous avez des films à tourner, ambiance hôpital, à Vannes, ils ont un coin où vous pouvez louer une partie pour tourner. Pratique. C'est ça. Pratique. Avant d'enchaîner avec ces messieurs, c'est quoi la suite pour toi Alors la suite, j'ai un court-métrage du coup que j'ai terminé d'écrire dans 2 résidences d'écriture, et là il est en financement. On vient de le déposer à la région Bretagne avec ma productrice, la même que pour Dissonjal, donc on va voir si ça passe. Et ensuite, cette année, j'écris un long métrage. Je suis en résidence d'écriture en fait pour l'écrire, et la résidence va se terminer en novembre. Donc voilà, je vais prendre tout ce temps-là pour écrire mon film, et qui se passera aussi en Bretagne. Et en breton ? En français et en breton. En français et en breton. Ouais, il y a une continuité en fait dans tes choix artistiques et dans le parcours et dans les films que tu as envie de continuer à faire. En tout cas, merci Madeleine. Beaucoup. Merci vraiment. Et puis tout à l'heure, n'hésitez pas après ces messieurs à leur poser des questions à Madeleine. Bonsoir Simon, c'est un plaisir de te recevoir. On s'est croisés quelques fois dans le secteur du cinéma. Tu es réalisateur, tu es monteur, tu travailles pour un organisme qui s'appelle Unifrance. Tu as travaillé, c'est à cette occasion-là qu'on d'ailleurs s'est rencontrés. Alors, tu es aussi tu as fait Infocom à Lannion, donc tu es quand même le régional de l'étape. Il a fait ses études donc à Lannion, et tu as fait des études après à la Sorbonne, c'est ça ? Donc tu avais une envie d'un parcours comme ça, un peu une approche littéraire, communication, avant d'aller vers le cinéma, ou le cinéma était aussi une envie que tu avais très jeune ? Et vas-y, si tu peux nous raconter. Ouais, le cinéma est là depuis très jeune, même depuis toujours. En fait, j'aime dire que j'étais un peu un réalisateur dans le placard. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ces études, parce que en fait, j'avais 7 ans un jour et j'ai vu Édouard aux mains d'argent à la télévision avec ma sœur, et à partir de là, il y a eu un bouleversement dans ma vie et je suis devenu obsédé par le cinéma, cinéphile compulsif.
j'ai vu tout un tas de films. Et pour la petite histoire, mon père avait offert à ma mère à ma naissance une caméra VHS. Et vers 10 ans, j'ai commencé à l'utiliser, à faire des films avec mes copains. Et donc voilà, le cinéma était quand même là, vraiment depuis le début, en tout cas la passion. Mais je sais pas, je me disais que le cinéma, c'était quand même pas pour moi, c'était loin. Enfin, je viens de Plougna, un petit village dans le centre-Bretagne. Centre-Bretagne, ouais. Et ça me paraissait pas accessible en fait de faire des films. C'est intéressant ça, parce que pourquoi donc ça remonte pas à si longtemps que ça. Moi, je suis un enfant de Trébeurdin. Si le cinéma c'est quelque chose qui nous paraît loin quand on a 15-16 ans, et pourquoi encore, j'allais dire de nos jours, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, tu t'es senti comme ça. Pourquoi ça te semblait pas accessible? Est-ce que tu te souviens? Ouais, enfin c'est parce que je voudrais acculer personne, ni l'école, ni l'entourage, mais on m'a jamais dit que c'était possible. Par exemple, il y a le père d'une amie. J'avais commencé à dire ouais, j'aimerais bien travailler dans le cinéma. Il m'avait dit ah ouais, c'est comme vouloir devenir président de la République. C'était des petites phrases comme ça qui me disaient ouais, effectivement le cinéma ça va être dur, c'est loin. Et bon, à Plougna on avait quand même la chance d'avoir un petit cinéma associatif, donc je pouvais voir des cinémas. Donc le cinéma était quand même je veux dire, avec les films, ils étaient là, je pouvais y accéder. Donc déjà, rien que l'accès aux films, c'est quelque chose, mais de pouvoir en faire, ça me paraissait inaccessible parce que aussi je connaissais absolument personne, je savais absolument pas comment faire. Et je me suis dit, bah ouais, fais des études et après on verra. Et justement, à Lannion, à l'entretien à Lannion, je parlais que de cinéma à l'entretien, et ils m'ont dit, mais vous parlez que de cinéma, pourquoi vous candidatez pas pour une école de cinéma? Et à l'époque, je crois que il y avait aussi un manque de courage, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais cette idée au fond de la tête et j'ai tout fait pour que, par exemple, mes stages ou des choses comme ça soient en lien avec le cinéma. Donc c'est pour ça que, après, quand j'ai fini mes études à Paris, j'ai fait un long stage à Unifrance, qui est l'association qui s'occupe de la promotion du cinéma français à l'étranger. Et je suis resté là-bas et j'y ai travaillé 4-5 ans. Et je m'occupais d'un festival qui s'appelle My French Film Festival. Et j'étais monteur aussi pour l'association. Mais en fait, mon désir de faire des films était toujours là. Enfin, c'est-à-dire, c'était pas de travailler dans le cinéma qui m'intéressait, c'était d'en faire, peu importe le prix. Enfin voilà, du coup, j'ai quitté un siège confortable, des avantages, une mutuelle. Courage. Donc, tu as du courage parce que bon, tu as quitté un poste bien payé à Paris pour te lancer dans des aventures de réalisation. Non, mais c'est parce que du coup, quand tu en parles, on voit que c'est un jeune homme passionné et qui lâche pas. Voilà. Et qui continue avec cette envie d'y arriver à un moment donné, mais en choisissant son parcours. Avec une certaine... Je sais pas, j'ai l'impression que tu avais raisonné aussi cette approche. Et c'est un peu l'idée, ce que tu racontes ? Oui, parce qu'aussi, ces années, elles ont été hyper... Enfin, je me suis formé aussi toutes ces années à différents métiers. D'abord à la communication, ensuite à l'organisation de festivals. Et en fait, ça m'a nourri. J'ai fait j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages avec ce travail. Et en fait, c'est des choses dont je me nourris aujourd'hui, peut-être pour écrire d'autres choses. Et en fait, ça m'a permis d'avoir aussi un recul nécessaire. Peut-être que si j'étais arrivé à 18 ans dans une école de cinéma... Enfin, c'est bien de voir autre chose aussi, de se nourrir d'autres choses. Tu te nourris, et d'ailleurs sur ce film, tu te nourris essentiellement de quelque chose qui est ancré dans ton enfance. Alors, c'est pas autobiographique. Non, mais en tout cas, là où on est. Mais oui, en fait, ce film, ça a été un mélange de... Enfin, c'était un fait divers à la base que j'avais lu il y a longtemps qui m'avait extrêmement troublé. Et j'ai voulu le transposer dans cette Bretagne que je connaissais. En fait, je l'ai tourné dans mon village d'enfance, tout simplement. La maison qu'on voit, c'est la maison d'un de mes meilleurs amis d'enfance. Donc, en fait, dès l'écriture du scénario, j'avais les décors. Et parce que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de retranscrire ces paysages comme moi je les voyais quand j'étais jeune, c'est-à-dire à la fois gigantesque, un terrain de jeu incroyable, mais aussi un peu austère, un peu flippant. Enfin voilà, c'était d'essayer de retranscrire ces sensations de l'enfance dans un fait divers. Voilà. Justement, par rapport à l'écriture, il y a des moments, et vous pourrez tout à fait interagir tout à l'heure avec Simon, j'ai le sentiment, en revoyant le film, en plus avec un son assez ample ici, qu'on plonge parfois presque dans le fantastique. Il y a des moments un peu comme ça, à la lisière du fantastique. Tu t'es nourri de quel cinéma tu t'es nourri justement en voyant ces cassettes VHS ? Bah justement, beaucoup de films d'horreur quand j'étais adolescent. En douce ? Oui, en douce. Quand mes parents dormaient, je me réveillais parfois pour voir des films à la télévision, mais ça, voilà, ils sont dans la salle, donc je leur dis maintenant.
Mais ouais, aussi mon grand frère, ma grande sœur, j'avais accès en fait à des films qu'un gamin de 12 ans, 13 ans, 14 ans doit peut-être pas voir. Mais bon, ça va quand même, je suis sain, je vous rassure. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'était oui, de jouer avec les codes du genre sans tomber dedans. Et après, voilà, le court-métrage, c'est aussi de l'expérimentation, on essaie des choses. Et ça m'intéressait ouais, d'être dans cet univers réaliste, voilà, rural. Et comme on est dans le point de vue des enfants, bah voilà, on peut se permettre de voyager dans des choses à la lisière du fantastique et encore une fois des impressions. Donc, est-ce qu'il y a un cinéma particulièrement, en tout cas ce que j'entends, c'est que se nourrir d'un cinéma, du cinéma, c'est aussi l'approcher sur le long terme. Tu as continué à regarder beaucoup de films à l'adolescence, par exemple ? Ouais, je regarde toujours beaucoup de films. Enfin, je pense que c'est 200 à 300 films par an. Wow. Je sais pas si toi, je sais pas vous. Ok. Mais non, bah oui, je me nourris toujours de beaucoup de films. Après, c'est vrai que adolescent, j'ai vu beaucoup de films américains. Après, quand on grandit, quand on a 18 ans, 20 ans, j'ai vu beaucoup de films d'auteurs français, la Nouvelle Vague. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une panoplie. Enfin, j'aime absolument tout le cinéma. Je suis fermé à rien, que ce soit la comédie, l'horreur, l'action. Enfin, vraiment, non. En fait, j'étais un peu... j'étais cinéphage, vraiment, quand j'avais 20 ans. C'était presque un peu exigeant dans ce que je regardais. Et en fait, je me suis éloigné de ça. Et aujourd'hui, je regarde absolument tout. D'accord. Et justement, alors, par rapport à l'écriture, donc c'est ton deuxième film produit, on va dire. Ouais, en fait, c'est le premier film que j'ai écrit et il a été long à financer et du coup j'en ai réalisé un autre entre-temps qu'on a fait en 4 mois et voilà, qui s'appelle Hugo 18h30, ouais. Mais c'est mon premier film produit. D'accord. Et c'est pareil, tu as ce cheminement entre le cinéma que tu as dévoré, ce milieu que tu as approché comme ça au fur et à mesure, le réseau, les rencontres. Et est-ce que tu as fait des films en autoprod aussi avant ? Ouais, 2. Justement, quand j'étais à Unifrance, je subtilisais la caméra et d'Unifrance parfois. Et on tournait des films le week-end. Bon, c'est des films. Voilà, c'était des essais aussi. Finalement, que je montre plus aujourd'hui, mais c'était des entraînements. Mais des passages importants pour aussi se former au plateau, à la caméra, au son, oui. Et le montage, parce que tu pratiques aussi le montage. Oui, se former à tout ça, même aussi aux techniciens et surtout aux comédiens, en fait. C'est ça, moi, qui me plaît beaucoup aujourd'hui et ce qui me fait aussi le plus peur encore. Enfin, oui, et le montage, en fait. Mais je monte pas mes films. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans les 3 films, parce que moi j'ai trouvé que, et ça c'est pareil, vous pourrez intervenir, mais j'ai trouvé que les comédiens étaient particulièrement justes et touchants et drôles. Je vois petit Jules. Mais c'est vrai, le jeune homme, comment il s'appelle, ton grand frère, Noé, il est bouleversant, il est photogénique, il est vraiment il est très très bon dans le film. Alors je ne sais pas comment tu as travaillé avec ces jeunes justement. Ça c'est. Alors autant on peut avoir une rencontre avec une comédienne d'un certain âge ou une personne d'un certain âge pour interpréter. Je pense qu'il y a des lâchages qui ne sont pas les mêmes, mais avec des enfants. Comment tu as travaillé avec tes 2 frangins ? C'était le truc qui me faisait le plus peur sur ce film et. Comment on a travaillé ? Déjà, ils sont frères dans la vie. C'est Noé et Swan Vallée que je salue. En fait, Noé a le Covid, donc ils ne sont pas là. Mais ils vous embrassent. Mais en fait, j'ai travaillé avec une directrice de casting qui s'appelle Manon Poudoulek, que je crois que vous connaissez aussi. Et en fait, je lui avais donné des photos des comédiens, de types de personnages que je cherchais. Et du coup, elle a fait un gros casting. Elle cherchait que des fratries. Je voulais pas en fait reconstituer de fausses fratries. Je voulais vraiment travailler avec des frères pour me servir aussi de leur relation dans les émotions des personnages. Et elle m'a envoyé 50 vidéos de fratries. Et j'ai, ce qu'on dit, vraiment flashé sur Swan et Noé. Et en fait, je savais pas que c'était ses enfants à elle. Mais du coup, quand elle m'a dit que c'était ses enfants, j'étais là, j'étais presque un peu déçu. Et du coup, j'ai décidé quand même de les rencontrer. Enfin, je voulais les rencontrer. C'était les seuls que je voulais vraiment rencontrer. Et quand je les ai vus sans leur mère, que j'ai commencé à les filmer, à leur dire, allez, improviser, là, j'ai fait, ok, il n'y avait pas de doute. C'était vraiment eux. Déjà, visuellement, ils sont magnifiques. En fait, ils étaient mes personnages.
Et en plus, quand on mettait le bouton rec sur la caméra et qu'on leur disait de jouer, ils étaient bons en fait. Et donc je leur ai d'abord pas dit que je les avais choisis, je les ai revus une deuxième fois, puis une troisième fois, parce que je voulais qu'ils s'habituent aussi à moi, qu'on crée une sorte de connexion en fait. Et au bout de la troisième fois, j'aurais fait bon, c'est vous. Ils étaient trop contents. Et moi aussi, j'étais content de les avoir trouvés. Et en fait, après, on a continué de travailler. On a travaillé sur les décors du tournage. On a fait des essais costumes. En fait, je voulais qu'ils apprennent vraiment à avoir confiance en moi parce que sur un tournage, voilà, il y a 20, 30 personnes qui les regardent et je voulais pas qu'ils se sentent abandonnés, quoi. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai raconté juste une fois l'histoire, du début à la fin. Mais après, donc ils ont dit « Ah, mais ça va être triste ». Et j'aurais fait « Oui, peut-être, mais vous allez les incarner, donc ça va pas que être triste, ça va aussi être beau parce que c'est vous, quoi. » Et enfin, en tout cas, j'aurais dit j'espère que ça sera comme ça. Et après, sur le tournage, je leur disais des choses toutes simples. C'était, bah voilà, là, Swan, le plus jeune, là, t'es triste. Donc et puis je lui disais, bah non, t'es pas encore assez triste, donc on va attendre que tu sois plus triste. Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas forcément facile. Mais ils étaient hyper généreux et il y avait aussi une coach sur le tournage qui était avec eux entre deux prises parce que forcément moi je travaille avec Pierre Albert, Erwan à la déco, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille. Vous étiez combien sur le tournage ? Je sais pas, 25. Parce qu'on ne se rend pas compte toujours mais du nombre de personnes qui peut travailler sur même des films de court-métrage avec des budgets pas non plus énorme, on attendrait un peu plus parfois sur certains films et on se retrouve quand même vite avec des équipes de 25, 20, 30, voire un peu plus des fois, sur les gens qui sont en plus pas tout le temps sur le plateau. Mais c'est un gros investissement. Il y a une chose aussi à laquelle j'ai été sensible aussi sur ton film, c'est l'écriture des choses qui ne sont pas, comment dire, qui sont difficiles à écrire, du type cet escargot, cette libellule. Enfin, est-ce qu'il y avait déjà dès l'écriture cette envie de raconter de la vie animale en creux de l'histoire malheureuse que vit cette famille ? Bah, ça c'est aussi les gros atouts d'un tournage, c'est-à-dire c'est de pouvoir capter le réel qui se passe au moment où on tourne. C'est vrai que dans le scénario, j'avais envie que ce soit quelque chose d'un peu solaire, quand ils sont dehors, etc. Mais bon, la météo, on sait très bien qu'on ne la maîtrise pas. Mais j'avais dit à mon chef opérateur d'être le plus mobile possible dans les scènes en extérieur. En intérieur, tout était hyper cadré, des mouvements de caméra, on pouvait rien faire et c'était un choix. Mais en extérieur, je voulais justement qu'il y ait de la vie, que ce soit un peu comme une respiration pour ces enfants. Et du coup, le jour où on a tourné ces scènes, on a eu une chance incroyable. Les vaches, elles sont passées, elles se sont arrêtées. Il y a une libellule qui est arrivée, il y a des avions qui ont traversé le ciel. On s'est dit, donc là, on a été bénis le jour-là, vraiment. Parce que capter comme ça des petits moments du réel, ça insuffle de la vie, quoi, dans le parcours de ces personnages. Mais c'était conscientisé, c'est-à-dire que dès l'écriture du scénario, dans la présentation des dossiers qu'il y a pu avoir sur des commissions, tu avais envie qu'il y ait justement ce pendant de l'intérieur et de la lourdeur de la situation à l'extérieur. Et donc, c'est pas pour parler d'écriture, quoi, des choses qu'on peut concevoir, mais qu'on n'invente pas forcément sur place, c'est parce que c'est des choses qui sont prévues à la base, quoi. Ouais, en fait, dans le mood board qu'on envoyait à la région ou au CNC, il y avait toutes ces choses-là, c'est-à-dire quelque chose de très austère dans la maison et de solaire, d'animalier en extérieur. Donc ouais. Après, c'est vrai que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire ce film. Il nous manquait facile 2 jours de tournage, et donc c'était hyper ric-rac. J'ai dû réduire les scènes et on avait peu de marge de manœuvre. Donc c'est vrai que quand une libellule apparaît dans le cadre, je disais à mon chef-op, filme la libellule, tant pis pour ce qu'on avait potentiellement besoin de faire avec le comédien. Et pareil, le jeune comédien, il s'adaptait toujours à ce qui se passait. Ouais. Il y avait une souplesse aussi par rapport à ça, quoi. Et puis c'est vrai que oui, il y avait une souplesse, mais aussi, je sais pas vous deux, mais moi je parle tout le temps pendant les prises, ce qui est un enfer pour après le monteur. Mais parce que comme c'est des enfants, ils ont peut-être besoin moi, j'avais envie qu'ils se sentent accompagnés, et par exemple, quand ils criaient, je criais avec eux pour leur donner jusqu'où je voulais qu'ils aillent. Mais vraiment, c'est un casse-tête. Comme un chef d'orchestre, quoi. Ouais. Plus haut. Ouais, c'est ça, plus haut. Ouais. Qu'on le fasse ensemble, presque. Bon, et la suite, alors, Simon ? Il y a d'autres projets en route, des projets en financement ou des écritures de format plus long ? Depuis vendredi, là, je suis diplômé de l'atelier scénario de la FEMIS, où j'ai écrit pendant 1 an un scénario de long métrage, mais bon, il y a encore
beaucoup de travail. C'est assez déprimant aussi. Enfin, ça fait qu'1 an que je l'écris, donc il y a encore vraiment énormément de travail. Et à côté de ça, parce qu'on dit qu'un scénario minimum, c'est 2 ans d'écriture, et ça peut aller jusqu'à 5 ans, bien plus même, de long métrage. Et là, depuis le mois de novembre, j'écris un court métrage, donc j'en suis à la V1, qui se passerait encore en Bretagne, je pense. Enfin, j'aimerais beaucoup. Et donc voilà, un court, un long. Donc, un court et un long en cours d'écriture. Merci, bravo. En tout cas, belle émotion. C'était un film sensible, mais très émouvant. Et donc, on est passé, vous voyez bien, sur le côté un peu plus comédie, absurde. avec oui, absurde aussi, mais avec le film de Paul. Ça va, Paul? J'ai l'impression que c'est son effigie quand je le regarde. Non, il y a pas un Je ne sais pas comment le prendre, mais okay. Non, si. Ah bah attends, super. Les enfants. Ah, il y a Garfield. Il est là. Oui, c'est lui. Salut, Paul. Salut. Et donc on a vu ton 3e film de court-métrage, c'est ça? Produit troisième, je pense, mais il y a eu beaucoup d'autoproduits avant, et puis il n'y a pas eu vraiment du jour au lendemain un film produit. Il y a eu des films avec un tout petit peu d'argent, après un peu plus, après des fois un peu moins. Voilà, donc je dois dire aussi que Paul, alors on a eu le Covid, mais Paul devait venir il y a déjà 1 an ou 2 pour présenter un film que vous avez vu, si vous avez suivi les films qu'on avait diffusés sur la plateforme pendant la pandémie, qui s'appelle Jeter l'encre un seul jour, qui est un film qui a été aussi produit par Thomas Guinche, ici présent. Donc Garfield est ton 3e court-métrage, c'est ça, tu dis? Donc voilà. Donc voilà, c'est pour faire la boucle. Et toi, c'est quoi ton parcours? Alors justement, je sais que tu as commencé très jeune à faire du cinéma. Peut-être tu peux nous raconter justement un peu comment tu as commencé. Oui, tout à fait. Avec les VHS de papa et maman aussi, peut-être? Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en écoutant Simon, je me suis dit merde, il est en train de raconter toute ma vie. Moi, j'aurais plus qu'à dire moi aussi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Édouard aux mains d'argent quand j'étais enfant, et ça m'a bouleversé. Et j'ai dit à mes parents, il faut que je raconte des histoires avec une caméra. Et ils m'ont dit ok. Et en fait, pareil, le caméscope de la famille, mon petit frère, des amis devant la caméra, allez, on fait des histoires. Et puis voilà, et c'est un peu pareil aussi. Je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment fait d'études de cinéma directement. Je me suis inscrit à l'université, j'ai suivi quelques cours d'histoire du cinéma, mais mon école de cinéma, ça a été plutôt de faire plein de courts métrages autoproduits, dont la plupart sont absolument horrible à regarder, parce que ça a été des façons de me tester, de tester des genres, des registres. Et j'ai rencontré aussi assez jeune Thomas Guinche, mon producteur, en festival avec un de ses petits films horribles. Et même derrière ce truc, il m'a quand même dit, je pense faut qu'on discute tout ça, quoi. Et au fil des années, on s'est suivis jusqu'à voilà, des films semi-produits sur lesquels on avait très peu de budget. Jeter l'encre un seul jour, mon précédent court-métrage, qui était peut-être un des premiers films vraiment très bien produits qu'on a pu faire. Et puis un autre film en parallèle là, qui se finance, et l'envie de raconter une autre histoire, d'aller plus vite, et donc Garfield Coquillage qui s'est monté très vite. J'ai fait un saut dans le temps là d'un coup, désolé. Mais il y a une partie aussi quand même, parce que c'est intéressant dans votre approche pour avoir envie de faire du cinéma. Tu as fait une option ciné aussi, non? Ah ouais, tout à fait, ouais, pardon. Au lycée, ouais. Ça, c'est Revenons quelques années en arrière. Revenons quelques années en arrière. J'ai fait une option cinéma au lycée. J'avais également fait une petite option audiovisuelle au collège qui avait été montée par des professeurs sur le temps du midi. Et c'est comme ça très vite que j'ai su comment utiliser une caméra et que j'ai pu faire des petits films à la maison. Et ouais, en fait, en sortant du lycée, j'avais envie de tourner tout de suite, donc je me suis pas. Les écoles de cinéma étaient assez chères, et j'ai ressenti aussi un peu ce truc de, je suis dans la campagne rennaise, et lorsque je dis je veux faire du cinéma, je crois que c'est aussi une histoire de modèle en fait dans la vie. Autour de nous, on a des parents qui sont dentistes, médecins, agriculteurs, plein de choses, et on n'a pas vraiment on connaît pas de parents qui sont réalisateurs, réalisatrices ou autres. Et donc, au départ, se dire, en fait, tu as le droit d'avoir envie de faire ça, c'est pas forcément évident, mais comme toi, ça s'est un peu imposé, en fait. Il n'y avait pas le choix. Et peut-être que, comme quoi, le cadre aussi à l'école, le cadre de l'éducation nationale qui peut intégrer ce genre d'options cinéma sont finalement très, très importantes. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour pouvoir rencontrer aussi des professionnels qui viennent encadrer ces options. Alors, je crois et j'espère que les prochains
gouvernements à venir vont renforcer ces options cinéma qui permettent justement à des jeunes que vous êtes de pouvoir rêver et de tester, de faire du cinéma, en commençant bien sûr avec la cassette VHS ou le caméscope. Aujourd'hui, c'est l'iPhone, du coup. Aujourd'hui, ils commencent à filmer avec l'iPhone. l'iPhone. Oui, c'est pareil, exactement. Ensuite, tu as eu aussi un parcours un peu militant dans ton approche de cinéma, puisque tu as été jury à Cannes sur le Queer, Queer Palm, ouais. le Queer Palm. Donc tu as aussi beaucoup représenté. Tu as été aussi militant à Calais avec les migrants. Je sais pas si la Queer Palm est le truc le plus militant que j'ai fait, parce que c'est juste un jury au festival de Cannes. Mais non, par contre, oui, il y a eu des engagements militants et politiques. D'abord dans une asso qui s'appelle la Société des réalisateurs de films, qui, même si elle défend les droits des réalisateurs, en réalité, est attachée à plein d'autres thématiques, notamment celle des réfugiés, de la défense de l'accueil des réfugiés. Et c'est comme ça que moi je suis parti à Calais et qu'avec ma famille on en est venu de façon assez absurde à accueillir un jeune migrant chez nous pendant plusieurs mois. Et donc voilà, ça a donné le film Jeter l'encre un seul jour, mais qui n'était pas projeté ce soir, mais que vous pouvez voir sur internet gratuitement en ce moment. Que peut-être certains ont vu ici, qui sont des spectateurs et qui ont suivi et vu sûrement ton film sur le site de Trégor Cinéma. Ce film Garfield, alors raconte-nous un petit peu cette rencontre, cette écriture, cette envie peut-être de tourner un film, comme tu disais, rapidement. Ouais, c'est pour ça que aussi on n'a pas eu la région Bretagne, c'est parce qu'on n'a même pas eu le temps de la demander. En fait, Jeter l'encre un seul jour, donc le film sur la migration, était une histoire magnifique, mais qui a pris pas mal de temps, que ce soit dans l'écriture, dans le financement, et puis ensuite le tournage. Et on en parlait aussi tous les deux tout à l'heure en disant, quand on fait un film bien produit, comme ça a été le tien ou le mien, enfin dans un cadre très classique, il y a moins l'aspect terrain de jeu. On arrive sur un terrain qui est un petit peu balisé et dans lequel on doit filer tout droit. Et là, donc après Jeter l'encre, j'ai commencé à préparer un autre projet qui s'appelle Barbette, avec le même producteur qui est en financement en ce moment, qui est à nouveau un film qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est un film d'époque qui se passe en Bretagne. Et donc, on est au tout début des financements. Et il y avait comme ça l'envie de tourner. En plus, on sortait du confinement, j'avais envie de refaire un film. Et j'ai dit à Thomas, écoute, voilà, j'ai lu cet article complètement dingue sur les téléphones Garfield qui s'échouent sur la plage en Bretagne. Et je me dis qu'on pourrait faire un film complètement absurde là-dessus. Et donc, il y avait vraiment l'envie d'aller sur un terrain de jeu, de s'amuser, donc d'avoir une écriture qui était beaucoup plus libre. Pour une fois, je me suis dit, pas de résidence, pas d'accompagnement, pas de tuteur, pas de consultant. On écrit un premier jet très rapidement, et puis on réécrit au fur et à mesure des répétitions avec les enfants qui ont beaucoup participé aussi dans des petites idées, tout ça. Et jusqu'au tournage où, en effet, en fonction de ce qui se passait, on réinventait un peu les séquences. Donc, ça a été vraiment un projet de totale liberté, qui se ressent aussi dans le film à la fin, je pense, sur le fait que c'est peut-être moins construit que d'habitude. Mais ça m'a beaucoup plu en fait de me sentir comme ça complètement libre, de tester des choses aussi visuellement sur la caméra, sur plein de trucs. Oui, changement de format là pour le coup, en termes d'esthétique, une autre approche. Là, vous êtes dans un format très allongé, un scope. Pour ce choix, j'imagine, pour la mer, le décor. Ouais, pour le décor. Et puis alors aussi, on a choisi de tourner avec une optique très courte focale. Ça veut dire qu'en gros, pour avoir un plan un peu serré sur les enfants, il fallait que la caméra elle soit vraiment à 50 cm d'eux. Donc il y a une énorme proximité entre les enfants et la caméra et le chef opérateur. Voilà, j'avais envie qu'il y ait un truc un peu curieux dans ce film. Et l'image comme ça, qui est un petit peu déformée, qui déforme même leur visage, ça participe à ce truc un peu curieux. Et c'est un truc que je me serais jamais autorisé à faire sur Jeter l'encre un seul jour, par exemple. Donc là, ça m'amusait comme ça de tester des trucs. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche des films de court-métrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des projets autant avec une longue écriture et que d'un seul coup, parce qu'au final, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on passe un moment émouvant, un moment de famille, et puis un moment plus, oui, absurde, mais en même temps drôle avec ses enfants. Et ben, toutes ces écritures-là, finalement, elles sont un petit peu pareilles pour vous deux dans l'écriture par rapport... Et là, il y a une liberté, mais on retrouve une autre forme d'écriture. Donc, justement, est-ce qu'avec les comédiens, vous avez réécrit ces dialogues ou alors tu les as complètement laissés
Ouais, complètement. En fait, c'est aussi une histoire de... Du coup, vous l'avez vécu, ce chemin des commissions, de réécriture, qui peut être vraiment passionnant, parce que c'est vrai que le scénario, il gagne aussi énormément, mais ça peut aussi être éprouvant. Et tenir un désir de film, quand c'est pendant 2, 3, 4 ans qu'on grandit à côté, il y a même un moment où on se dit, mais est-ce que j'ai toujours envie de le faire, ce film ? Et là, j'avais pas envie de passer par ces questions-là. Je voulais que ça aille très vite. Et puis, il y a eu le casting qui a été fait très rapidement aussi. On a trouvé... de petits jeunes qui sont incroyables et du coup voilà, on a pu faire très vite des répétitions, tester des dialogues. Ils repartaient le soir, je faisais aussi des exercices d'impro que j'enregistrais et on réécrivait ensuite avec le producteur directement. Là il a dit un truc qui était trop rigolo, tac tac, on réécrivait. Alors il y avait quand même des intentions un peu précises sur le fait que j'avais envie, pareil, mes autres films étant plutôt sérieux, tous, et pas très rigolos, j'avais envie de rigoler un peu et je me suis dit, cette histoire de téléphone Garfield est tellement absurde que même si elle raconte un truc horrible qui est la pollution des plages par le plastique, et il n'y a pas vraiment de quoi en rire, bah, je me suis dit, moi j'ai envie qu'on en rigole et j'ai envie que mes deux personnages ils soient tous sauf écolos. Tout ce qu'ils trouvent sur la plage, c'est leur petit trésor, ils le cachent dans un trou et du coup ça me faisait rire de prendre ce parti pris et je me suis dit, mais rendons-les encore plus détestables. Et je suis allé piocher dans mon enfance en me disant, mais quand on est petit... bah des fois c'est vrai, on peut avoir aussi plein de super idées et tout, mais des fois on est un peu bête, on dit des trucs un peu bêtes sur les filles, sur la masculinité, sur le côté un peu démonstration, et il y a un peu tout ça dans le film, quoi, tout plein de trucs où ça me donne envie de de leur foutre des... Non, j'exagère. Et c'est ça qui les rend attachants aussi. C'est ça qui les rend super deux attachants personnages. Parce qu'en plus c'est pas vraiment eux, c'est un truc de démonstration, de jeu. Ils sont vraiment dans le jeu pendant tout le film et du coup c'était super drôle. Et en plus les deux acteurs sont pas du tout comme ça dans la vie. Donc différentes approches pour réaliser tes films, dans l'autoproduction, des films plus écrits, plus longs, et puis en ce moment un projet aussi qui est dans le même parcours. Et qu'est-ce qu'il y a donc pour la suite, comme je demandais tout à l'heure à Madeleine et à... Donc il y a ce projet de court-métrage Barbette qui est un film d'époque qui se passe dans les années 30 dans un cirque itinérant en Bretagne que je rêve de monter mais qui est pour l'instant en financement, donc ça va à nouveau être une longue attente. Et à côté, comme vous, j'écris, je développe une série en ce moment. J'ai suivi un atelier qui s'appelle l'atelier série d'émergence, qui je doute se fera un jour parce qu'elle est très ambitieuse, mais ça m'a permis d'apprendre à écrire et j'ai adoré l'expérience. Et puis en ce moment, je travaille sur le développement aussi d'un premier long métrage qui devrait se tourner en fin d'année ou l'année prochaine, qui est en financement en ce moment. Donc voilà, plusieurs projets, et puis évidemment d'autres cours aussi. J'ai envie de continuer de tester des choses, d'expérimenter des choses. Ouais. Là où je voulais aussi en venir, c'est que peut-être par rapport à l'écriture, et c'est une autre approche aussi, hein, et pourquoi pas pour les jeunes réalisateurs et scénaristes qui nous écoutent, tu as travaillé avec des scénaristes pour développer ces projets. Je pense à Blandine Jay et Romain Copin qui t'accompagnent sur le développement du long métrage, c'est ça ? Ça c'est pareil, c'est aussi un désir de collaboration. Parce que les courts-métrages, des fois, on les écrit seuls parce qu'on se sent auteur-réalisateur, mais on peut développer aussi, comme tu l'as fait sur Jeter l'encre, assez tôt, finalement, une idée de collaboration. Ouais, bah, tu as dit le bon mot, en fait, c'est collaboration. Moi, ce qui m'a amené au cinéma et ce qui m'a plu dès le départ, c'est le fait de réunir plein de monde autour d'un projet. Parce qu'on peut écrire un roman tout seul, on peut faire une peinture tout seul, mais un film... à moins de le faire en selfie, c'est pas possible d'être tout seul. Il faut une équipe, il faut des comédiens. Et dès l'écriture, en fait, moi, ce côté un peu solitaire de l'écriture, il m'épuise un peu. Et donc, j'ai adoré sur Jeter l'encre, la collaboration avec Blandine, de venir avec ma petite idée bien mince et qu'elle n'est pas très loin, et de voir comment elle pouvait déployer tout un récit autour de cette idée. Mais en même temps, il y a eu d'autres films. Barbette, qui est un film beaucoup plus personnel, que j'ai développé seul, mais grâce aux résidences. Et là, sur le long métrage, il y avait aussi l'envie de collaborer avec un scénariste, de voir comment aussi lui, il pouvait dérouler quelque chose à partir de ses idées. Et puis parce que j'aime bien, en fait, cet échange, ce rebondissement. Enfin, voilà, c'est comme sur ce film Garfield aussi, où il y a eu de l'échange de tout le monde. On est allé plus loin parce qu'on a autorisé l'équipe aussi un peu à donner ses idées, et en fonction des idées de... Ah oui. Même la décoratrice, elle me disait, j'ai trouvé ça là, à la déchetterie. Je disais, mais super, on va rajouter une séquence où ils sont sous le parapluie et tout. Enfin, tout allait comme ça dans un ping-pong qu'on s'autorise pas trop, ou en tout cas que sur Jeter l'encre j'ai pas pu trop m'autoriser parce qu'il y avait ce côté très on était sur un ferry, il fallait bien se tenir à carreau, et là j'avais envie d'être passage. Voilà. Continue à être passage. Alors justement, on va maintenant vous passer la parole si vous avez envie d'intervenir, et n'hésitez pas, on peut vous faire passer un micro, posez-leur des questions. Tiens, qui est ce jeune garçon qui a une question devant ?
Alors, on le reconnaît, hein. Vous l'avez peut-être reconnu. On peut l'applaudir, effectivement. Moi, je lui ai posé une question, c'est pas pareil. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jules Sidor. Oui. Combien de temps vous avez pris à peu près pour écrire le scénario? Moi, la première version a été très rapide. Je dirais que je l'ai écrit en moins d'une semaine parce que j'avais l'idée en tête et que, en fait, je pense que c'est parce que je réfléchissais au sujet depuis longtemps. Par contre, la réécriture a été très longue et j'ai beaucoup galéré à revenir sur mon scénario. Et au final, il y a carrément des séquences entières qui ont bougé, des personnages qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, c'est vraiment la réécriture qui s'est étalée sur plusieurs mois, mais la première version très rapide. C'est à peu près la même chose. C'était dans un voyage en train qui faisait Paris-Saint-Brieuc et j'ai écrit la trame de l'histoire et j'avais quasiment une première version, mais une première version en 2h30, c'est souvent mauvais signe. Et après, il y a eu, comme Madeleine, beaucoup de réécriture et de temps dans la réécriture. Et ben moi, tu es un peu au courant du coup de combien de temps ça a pris, non? Mais pas eux, c'est vrai. Bah du coup. Il est très très fort, hein, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, en fait, la particularité de ce film, c'est qu'on l'a financé sur Pitch Vidéo. Donc, ce qu'on a envoyé aux financeurs, que ce soit le CNC ou on n'a pas été soutenu par la région parce qu'on n'a pas demandé, mais on a eu quand même les chaînes de télé bretonnes, TBO, TB Sud et TVR, ainsi que la plateforme Cube. Et donc, on leur a envoyé cette petite vidéo de 3 minutes de moi qui disait ça va être un film qui parle des téléphones Garfield, parce que volontairement, on n'avait pas envie encore qu'il y ait de scénario. Et donc, ça s'est écrit une semaine avant de te rencontrer, très très vite, un premier truc pour avoir quelque chose à te montrer quand on te rencontre. Et puis après, au fur et à mesure des castings et des répétitions et de tout ça, jusqu'au tournage, donc sur quelques semaines à peine. Ok, merci. De rien, Jules. Ouais, attends, je vais te passer le micro juste pour qu'on ait un petit peu de son. Pourquoi c'est moi qui l'ai là? Bonsoir. Oui, je voulais profiter que tu aies le micro pour savoir, toi, quelles avaient été tes sensations dans cette expérience? Ça, je sais pas, mais en fait, j'ai eu une drôle de sensation, comme vous dites. Quand j'étais devant la caméra, quand je jouais, c'est un peu genre comme si, depuis mes 5-6 ans, je veux faire des trucs, je veux être devant, je suis toujours le clown de la famille. Et du coup, cette expérience, vraiment, je l'ai adorée. Voilà. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Peut-être, Madame Jannick, vous voulez peut-être... alors, on peut l'applaudir. Venez. Prenez votre canne. Voilà. Est-ce que vous auriez, par exemple, une question pour Jannick? Madé. Une question en breton, peut-être même. Merci. Serge, ou il y a peut-être des britophones dans la salle qui peuvent intervenir. Ah oui. Du coup, c'est la première fois que vous jouez, c'est ça? Oui. Et comment est-ce que ça s'est passé Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'accepter ce rôle? Oui, j'ai accepté, une des raisons pour laquelle j'ai accepté de faire le film et que j'accepte beaucoup quand on me demande, c'est parce que je trouve que la langue bretonne a besoin d'être maintenue et dans une forme moderne. Je ne veux pas regarder c'est plus important qu'on aide les jeunes qui parlent breton, ceux qui ont appris breton et tout ça, donc, et aussi qu'ils donnent un peu de publicité au breton. Et en fait, à Lannion, là, on a passé 3 films en breton. On a passé le film de Soisé Danielou. Après, je suis allée voir l'autre jour le film Finabé, qui est un policier breton qui est vraiment amusant et très bien fait. Il y a un autre film, doublé en breton, qui va passer à Waregem mercredi. Et donc, tout ça, je suis vraiment contente et heureuse de voir que le breton maintenant s'étale dans la société et n'est plus restreint à ce qu'il était autrefois, c'est-à-dire c'était quand même la langue des gens qui habitaient dans la campagne. Et c'est pour ça que j'ai accepté.
prend du temps à ce que les langues se délient ou que les questions arrivent. Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour vos 3 courts-métrages. C'est tous les 3 très différents et on a passé, je pense, une bonne soirée. Enfin, moi, j'ai passé une bonne soirée. J'avais une question pour Paul. D'accord. Ouais, pour Paul, sur le côté militant, est-ce que tu aurais, enfin, si ça parle à l'un de vous 3, c'est très très bien, une idée de... Enfin, si un jour quelqu'un veut faire un film sur un thème d'utopie pour l'avenir, parce qu'on a quand même beaucoup de séries ou de films assez dystopiques sur ce qui va se passer dans l'avenir, et je pense qu'on a besoin de nourrir un imaginaire... alors utopique, je sais pas, mais avec des solutions réalistes et plutôt optimistes. Donc voilà, c'était une petite remarque. La question, c'est si j'ai une idée pour ça. Ouais, pardon. Ouais. Si, en fait, il faut en parler. Enfin, parlez-en à des auteurs autour de vous et tout, parce que je suis sûr qu'on a envie de ça sur les écrans, surtout aujourd'hui. Moi, je sens aussi que mon envie de cinéma, elle évolue beaucoup en fonction de ce que je ressens il y avait un côté très militant dans Jeter l'encre, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de pousser un cri là-dessus, après ce qu'on a vécu avec ma famille. Là, j'avais pas envie de pleurer sur cette histoire-là, j'avais plutôt envie d'en rire, donc on a fait cette comédie absurde. Et le long métrage, c'est plutôt un film qui réunit sur mon enfance, sur ma famille, et c'est un film que je pense plutôt très positif et très... presque un peu utopiste peut-être quelque part et naïf, mais du coup oui, je pense qu'on est beaucoup à avoir envie d'histoires qui qui nous font du bien ça en ce moment, donc j'espère aussi trouver ça sur les écrans. Ouais. Ok. Ah, madame, c'est la mienne en plus, c'est madame. Bravo, hein, super vos films. Alors moi c'est une question particulièrement pour toi, Simon. Je trouve la réalisation vraiment très... pas onirique, parce que c'est un peu angoissant quand même. Mais du coup, comment on choisit ce qu'on montre et ce qu'on ne dit pas, en fait. Et est-ce que le fait d'être monteur, ça facilite ce travail de ça, je le coupe, ça, je le dis pas, ça... Parce que ce film, il tient beaucoup sur ce qu'on ne sait pas. Oui, sur le hors-champ. Ouais. C'est une bonne question, parce que ça a été la question pendant toute l'écriture, tout le tournage, tout le montage, même au mixage, au niveau de la musique. C'était qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et moi, je voulais pas... en tant que spectateur, moi, j'aime bien qu'on me prenne pas trop par la main. Et j'aime bien me faire mon film. Et je voulais... essayer de faire un film qui aille dans ce sens-là, où il y a une liberté pour le spectateur de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a à l'étage, qu'est-ce qu'ils ont vécu. J'aime beaucoup quand moi je me perds dans le film et je me dis ok, ils ont vécu ça peut-être, etc. Voilà, quand je travaille, j'aime bien ça. Et donc je voulais essayer de faire ça. Et oui, l'écriture, au début on a été pareil que toi, la région Bretagne, ils nous ont dit non. Ils ont dit non, là c'était je sais plus quoi, c'était trop explicite et donc du coup c'est vrai, ils avaient raison. On a réécrit et donc il fallait vraiment trouver une ligne entre ce que je dis pas et en même temps ce que je fais sentir. Donc c'est-à-dire qu'après il y a eu un gros travail avec toute l'équipe, avec Pierre Albert au son, etc. pour donner des informations, parce que c'est des enfants qui vivent un drame, ils n'ont pas les mots pour dire le drame qu'ils vivent. Et encore une fois, moi je voulais me rapprocher des sensations, donc tout passait par l'image, le son. Je voulais donner l'impression qu'on soit comme dans une bulle avec eux. Et ça s'est joué vraiment jusqu'au bout, quoi. Et il y a des jours, j'étais complètement en phase avec ce qu'on ne disait pas, et d'autres jours, j'étais là, mais non, mais là, je dis trop, c'est pas possible. Et avec le monteur, c'était pareil, on se tirait les cheveux. Et un jour, le film s'est trouvé au montage, on s'est dit, ah, là, j'ai l'impression que ça tient comme ça. Mais voilà, le film a autant de réponses peut-être que de spectateurs. Il y a des gens qui viennent me voir pour me dire il se passait ci, il se passait ça, et moi j'aime bien ça justement. Et voilà, je sais plus trop quelle était la question, je crois que je me suis un peu perdu dans le fil. D'accord, voilà. Mais en tout cas, oui, c'était la question, c'était qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, et comment on dit ce qu'on ne voit pas. Voilà. C'est un très joli mot peut-être pour terminer cette séance
avec ces jeunes réalisateurs. Et de toute façon, on va faire un petit break, une demi-heure.